Je vais vous mettre la bande-annonce éventuellement d'Hérédité, peut-être. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il faisait avant. Donc ça, c'est son premier film. Come on, Peter. Let's just sue it. Donc ça, moi, je trouve ça bien. Voilà, je trouve que c'est un bon film. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. Pareil, il y a aussi des super performances d'acteurs dans ce film. Even when you're a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my God! What's that? She isn't gone. She had private rituals, private friends. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die. She wasn't altogether there. At the end. I just don't want to put any more stress on my family. C'est fou parce que c'est des bandes annonces, donc c'est censé être vu avant les films, mais je trouve qu'ils montrent beaucoup quand même de choses, quoi. Mais bon, après ça reste un film sympa. De toute façon, c'est un très bon film. Je rigolais en fait pendant la bande annonce parce qu'il y a l'un de vous. Attends, je vais retrouver je sais plus qui c'est. C'est Charlie McFly qui dit elle est belle pistache, et la référence est superbe et c'est très drôle. Pistache veut des graines. Alors donc voilà, donc Hereditary. En tout cas, je vous recommande ce film-là vraiment. Je trouve que c'est un excellent film d'horreur qui pour le coup est je trouve tombe même pas dans les travers, je trouve, du cinéma d'horreur moderne un peu prétentieux, quoi. Là, c'est un très bon film d'horreur. C'est bien construit, c'est intelligemment mis en scène, visuellement ça claque. Et donc Midsommar est tout à fait dans la même veine, et c'est aussi, je trouve, un excellent film d'horreur, très réussi. Alors, je sais que les gens ont un peu plus de mal. Globalement, c'est un film qui est très apprécié aussi, Midsommar. Mais je sais qu'il y a plus de critiques, quoi. Il y a plus de retours un petit peu en dents de scie sur celui-ci. Moi, je trouve que c'est quand même un très bon film d'horreur, quoi. Après, oui, c'est pas un film parfait, mais aucun ne l'est vraiment. C'est quand même un bon film. Ça, si vous avez l'occasion, c'est vraiment chouette. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided I to don't do mind it. you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not.
What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Voilà, c'est super sympa. Si vous avez l'occasion de voir ça et que vous aimez les films d'horreur un petit peu, avec des concepts quand même qui sont bien tenus. Moi, c'est assez marrant, le retournement de truc. Je me souviens que quand j'étais jeune et qu'on faisait des films en vidéo, il était de bon ton de dire que il valait mieux éviter de tourner dans la forêt. Parce que si tu tournes alors à l'époque de la DV, à l'époque où ce qu'on avait c'était de la DV pour faire des vidéos, donc de très basse résolution et de piètre qualité, très compressé. Du coup, en fait, quand tu tournes dans un endroit tel qu'une forêt qui contient énormément de détails, en fait, ça donne tout de suite un côté cheap et amateur au rendu en fait de l'image. Donc c'était pour ça, c'était le truc à l'époque quand j'étais jeune, c'était de dire franchement si t'as pas de péloche, c'est compliqué de tourner en forêt quoi. Même si ça paraît évident parce que pas cher, en fait tu te retrouves très vite à avoir quelque chose de très dégueulasse et de peu graphique. Et là, c'est amusant parce qu'on voit dans cette bande-annonce même, et dans le film globalement, que du coup la nature est extrêmement bien capté par l'esthétique numérique. Il y a des plans en fait qui sont hyper sharp tels que ceux-ci en fait où tu peux voir vraiment tous les détails de tout et ça donne beaucoup, ça fait beaucoup de l'ambiance du film, d'autant que effectivement comme je vous l'ai dit il y a pas mal de scènes qui tournent autour du délire hallucinogène quoi, et du coup ces détails là évidemment quand elle est sous champi ça bouge de partout et du coup ça s'est rendu dans le film ça participe énormément à l'angoisse en fait qui est en train de traverser le personnage et c'est assez amusant de voir que ce rendu là avec de la péloche peut-être aurait été moins intéressant que là avec cette image très précise et très nette quoi. Donc je trouve ça vraiment super. Il y a un très bon étalot aussi, oui. Et puis ça voilà, ça assume son côté un peu cramé en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu surex mais qui est cette fois bien géré quoi. Alors que c'est pas évident non plus en cinéma numérique en tout cas traditionnellement voilà, il y a ce côté un peu même si c'est moins abusé là, je pense que dans l'abondance ils l'ont poussé un peu plus quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau film quoi, qui a une esthétique qui est hyper la direction artistique du film pour le coup est vraiment c'est chic quoi. Tu sens que c'est fait avec beaucoup d'applications. Voilà, donc c'est très bien. Tout ça pour dire que ça c'est excellent. Moi c'est vraiment deux films que j'aime bien et donc là a été annoncé son film il y a quelques mois, Beau is Afraid, qui je crois, alors je ne l'ai pas vu mais je crois vient d'un court-métrage de Ari Aster qui s'appelle simplement Beau mais que je n'ai jamais vu. Donc je crois que le court-métrage Beau c'est une des scènes je crois du film. J'avais entendu un truc comme ça mais je ne l'ai pas vu donc je pourrais pas vraiment en parler. Je sais juste que du coup vous allez voir, je vais vous mettre la bande-annonce immédiatement, on commentera ensuite, mais que il est parti dans un autre délire. Alors voilà, donc ça c'est le projet artistique du dernier Ari Aster qui est Beau is Afraid. Je vais le faire tourner en boucle dans le background sans le son. Je vais me remettre en plein écran et on va discuter un petit peu de ça. Alors pour le coup, je vous le dirais que j'avais pas vu la bande-annonce en fait. Si je l'avais vu. Je l'avais vu, mais je l'avais regardé un petit peu en me disant j'ai pas trop envie de savoir en gros ce que c'est. Et c'est en fait en la voyant là comme ça et en ayant vu le film hier, la bande-annonce est mieux que le film en fait. Et alors attendez, je vais repasser pour vous expliquer pourquoi. Moi j'ai pas détesté ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs, mais même des trucs super bien en fait, et d'autres trucs moins. Mais du coup je vais en parler, tac, je vous mets juste, hop, voilà, la bande-annonce en boucle ici. Parce que pourquoi pas. Donc voilà, donc en fait, là vous êtes tous en train de vous poser la question de qu'est-ce que c'est comme genre de film. Alors déjà, il y a un truc extrêmement étrange, si vous dites ce gosse est en CGI. Non, ce gosse est un acteur. Hein. Je comprendrais pas, ce serait vraiment un truc hyper chelou de se dire le gosse on va le faire en CGI. Ça a coûté des millions, mais on va le faire en CGI. Non, c'est un gros budget, mais pas un si gros budget que ça. Le film a coûté 35 millions à peu près de dollars, ce qui est à peu près l'équivalent de deux gros Bienvenue chez les Ch'tis, d'un Trois Mousquetaires quoi. Ce qui est pas mal pour un film qui n'est pas un film épique ou quoi et qui raconte en gros l'histoire d'un mec. Donc c'est plutôt un gros budget en fait pour A24 qui en plus là c'est surtout le film est assez démesuré dans sa durée. C'est un film qui dure
3 heures, quoi. Et là, c'est un peu une épopée. Alors, c'est très compliqué, je pense, en voyant la bande-annonce, de comprendre exactement ce que c'est que ce film. En fait, quand vous voyez le film, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que le délire, c'est que c'est vraiment... Vous imaginez un film de Woody Allen, sauf que il est en plein bad de champi. Et c'est à peu près ça, Boys Afraid. Du coup, ça dure 3 heures. Et c'est littéralement exactement ça, quoi. C'est-à-dire que du coup ça raconte l'histoire de ce personnage qui est beau, qui est un personnage qui est extrêmement névrosé, frustré et en fait complètement paranoïaque, qui habite dans un petit appartement dans une ville. Je sais même pas si on identifie la ville, je sais pas s'il s'est dit que c'est New York ou quoi, je sais plus. Mais en gros il habite dans la Hesse, il habite dans un ghetto de ouf, mais ça c'est très drôle. Il habite vraiment dans un endroit hyper la street, quoi, vraiment où tu descends en bas, il y a des gens qui se poignardent tout le temps. Il y a des cadavres qui sont en train de pourrir dans la rue. Il y a un espèce de serial killer à poil qui chlasse des mecs, qui leur met des coups de surin dans la gorge. Tu sais pas trop pourquoi. Donc il habite dans cet environnement-là et forcément ça n'aide pas à sa paranoïa et à son côté extrêmement angoissé, quoi. C'est ça le titre Boys Afraid et très littéralement décrit le personnage, c'est qu'il a vraiment peur de tout ce qui l'entoure et en fait il a des raisons d'avoir peur de tout ce qui l'entoure puisque tout ce qui l'entoure est là pour vraiment le tuer. En fait ça te fait penser un peu aux jeux vidéo genre de plateforme 8-16 bits où tout a envie de te tuer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des poulets qui ont envie de te tuer, il y a une araignée, elle est énorme, elle veut te tuer. Il y a des araignées d'ailleurs qui veulent te tuer dans le film. Tout est très agressif. Et en fait, ce personnage-là doit rejoindre sa mère. En fait, il doit aller chez sa mère parce que sa mère, pour fêter, mais pour l'anniversaire de la mort de son père. Et du coup, il doit aller voir sa maman. Au moment où il est sur le point de partir, en fait, il se fait voler ses clés et sa valise, du coup, ce qui fait qu'il ne peut pas partir tout de suite. Donc il appelle sa mère. Et là, on comprend que ça pose une relation hyper bizarre entre la mère et le fils, qui est que sa mère a l'air de lui en vouloir vraiment, mais en même temps, lui dit pas complètement. Donc il y a un truc très passif-agressif dans sa réponse. Et donc, en fait, le but du jeu de Beau, c'est de rejoindre sa mère, parce qu'il a rendez-vous avec sa mère et que c'est important. Et sauf que c'est la merde, et il y a plein de choses qui se mettent sur son chemin, et qui font que c'est très compliqué pour lui de rejoindre sa mère. Voilà, donc ça c'est la structure de base du film. Et en fait, ça va être très compliqué pour moi de dire complètement ce que je pense du film sans spoiler quand même quelques trucs. Donc je vais pas vous spoiler la fin. Je vais essayer de pas vous spoiler la fin tant que faire se peut. Mais il y a des trucs qui agissent quand même comme des surprises dans le film et je vais être obligé au moins de les évoquer. Je peux commencer en tout cas sans trop spoiler, on verra où ça nous mène, mais c'est pas évident en fait pour moi parce que étant donné que c'est un film qui est très surprenant dans la façon dont il se déroule, quoi, c'est très dur en fait parce que si je parle ne serait-ce que de ce qui se passe au bout d'1 heure de film, déjà il y a une petite surprise de ton, de rupture de ton que je vais être obligé un peu de vous spoiler. Donc prenez cette précaution. Voilà, je vais essayer de pas vous spoiler les trucs de fin, etc. Les trucs importants, quoi. Mais du coup, il y a certains trucs qui, je pense... voilà, allez le voir. C'est un film qui, je pense, de toute façon, est à voir, quelle que soit l'opinion que j'en ai. Ça change pas le fait que c'est quand même, pour le coup, contrairement à Scream, une proposition de cinéma, quoi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui existe, quoi, comme, tiens, j'ai des idées de mise en scène, je vais essayer de vous les montrer, quoi. Et ça va être au service de quelque chose que je vais vous raconter. Voilà. Vous voyez qu'il y a Denis Ménochet dans le film. Donc tout de suite, je vais peut-être évoquer les trucs que j'ai vraiment appréciés dans ce film-là, quoi. C'est que déjà, le casting, je le trouve vraiment chouette, mais vraiment hyper chouette. Je trouve que Joaquin Phoenix, j'ai un reproche quand même à faire, mais ça concerne pas tant Joaquin Phoenix que la façon dont est écrit le film, mais je trouve quand même qu'il fait un super joli travail là-dedans. Denis Ménochet, il est fou furieux et globalement il y a une galerie de personnages secondaires en fait dans tout ça qui valent vraiment le coup, quoi. C'est vraiment, ils sont très amusants, ils jouent tous très bien, ils sont tous dans le ton du film et ça fonctionne. Ils sont bien dirigés, je pense aussi, et ça marche très bien. L'actrice qui joue sa mère aussi, elle est vraiment chouette. Donc voilà. En fait, le truc c'est que en théorie, là, je vous ai raconté l'histoire de base, en fait, ce qui fait partir l'intrigue, et je vous ai dit, le film dure 3 heures. Est-ce que, voilà, la première question qu'on devrait quand même se poser, c'est est-ce qu'il y a de quoi tenir 3 heures avec ce concept-là, quoi. Et je suis pas sûr. Après avoir vu le film, je suis pas sûr, en fait, que ça méritait tant de trucs. Et l'idée, c'est vraiment de traiter cette espèce de truc un peu très intime qui à la fois appartient à du quotidien parce que la prémisse, en fait, c'est simplement je dois aller chez ma mère qui habite un peu loin, donc je dois aller chez elle. De traiter ça et donc
toutes les thématiques qui sont de l'ordre de la psychiatrie, parce que c'est un truc qui va beaucoup reposer sur l'état mental en fait de Beau pendant ce film-là, et de toutes ces névroses et de comment elles sont nées, pourquoi et quelle place joue sa mère là-dedans. Donc c'est de coupler cette dimension très intime avec cette dimension très intime, une prémisse très simple, voire simpliste, avec justement tout ce qui serait d'habitude déployé pour des récits d'ampleur bien plus importante, quoi. C'est-à-dire que du coup, ils vont traiter sur le mode de l'Odyssée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'épopée de Beau qui va traverser le pays pour rejoindre sa mère, et du coup, dans un très très long récit. Voilà, et c'est le concept en fait du film, et je crois que Ari Aster, lui, quand il l'a proposé à A24, l'a vendu quand même un film de 4 heures, donc qui devait être encore plus ouf, quoi. Moi je pense en vrai qu'il n'y avait pas de raison d'en faire un truc aussi épique, ou alors il fallait ne pas se perdre dans quelque chose que je vais décrire dans pas longtemps. Donc déjà, en tout cas, voilà, le casting est super. Visuellement, il y a des trucs, mais vraiment excellent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des beaux moments. Il y a des beaux plans, mais ça c'est parce que Ari Aster c'est bien filmé. Mais c'est qu'il y a aussi des beaux moments de découpage. Il y a des trucs d'intelligence, de montage. Il y a des trucs rythmiquement qui vont être super. Et toute la première partie du film, en fait, puisque c'est un film qui se découpe en gros en à peu près 4 parties, quoi. Parce qu'il faut que ça rentre dans 3 heures. Donc il y a à peu près 4 actes dans le film. Je synthétise. Et c'est entrecoupé de flashbacks aussi. D'où ce jeune Beau. Le début du film, genre la première heure, je la trouve mortelle. J'étais à fond dans le délire. J'étais complètement conquis par la proposition de cinéma. En gros, je vous raconte le début. Donc le début, comme je vous ai dit, c'est ce mec-là. Donc ça commence par une séquence de psy, qui est évidemment annonciatrice du fait que tout le film est une séquence de psy. Mais du coup, ça commence par une séquence de psy qui lui prescrit un médoc, en fait, qui est un peu expérimental, et il lui dit qu'il faut faire très attention avec ce médicament, il faut le prendre qu'avec de l'eau. Il ne faut pas le prendre sans flotte. Donc ensuite, il rentre chez lui, et à partir de là, il y a tout un déroulé d'événements, en fait, que je trouve très très bien amené. C'est-à-dire il y a tout un jeu de foreshadowing et donc de fusils de Tchekhov qui sont placés de façon en plus je trouve très pertinente à des moments avec des jolis instants de mise en scène en plus, c'est très joliment cadré et tout, qui vont tous trouver un dénouement dans la première séquence. C'est-à-dire que en gros il rentre chez lui, on comprend qu'il y a des araignées dangereuses et mortelles en liberté dans son immeuble et on voit une araignée qui va se planquer sous son canapé. Ensuite donc on sait qu'il y a un assassin, un tueur en série à poil qui chlasse des mecs dans la rue. Ça, c'est dit aussi, c'est dit à la télé. On comprend que du coup, il s'embrouille dans une séquence qui est d'ailleurs aussi très drôle, il s'embrouille avec son voisin, donc il essaye de dormir, et en fait, son voisin arrête pas de lui glisser des mots sous la porte qui lui disent baisse la musique, en fait. Et de plus en plus vénère les mots, sauf qu'il écoute pas de musique. Donc il y a tous ces trucs-là absurdes, en fait, qui, je trouve, fonctionne dans une espèce d'harmonie chaotique superbe. Franchement, le début du film, ça joue, t'as l'impression d'être dans une version amusante, comique de Silent Hill 4, de The Room, quoi, où t'as l'impression qu'il y a le monde à travers le Judas, à travers la fenêtre, quoi, qui est un espèce de chaos ambiant, qui est très joliment une façon intéressante et symbolique, métaphorique de décrire le chaos du monde et les angoisses que tu peux ressentir, voilà, où tout tourne autour de la clé, parce que du coup, comme on lui a volé sa clé, en fait, lui, il a la crainte que des gens puissent rentrer chez lui, c'est pour ça qu'il ne part pas tout de suite. Donc il y a cette espèce de crainte de ton intimité qui se fait attaquer par des gens, etc. Il y a et c'est très bien représenté, quoi, parce que du coup il y a des très jolis moments d'accalmie avec des plans plutôt fixes. Dès lors qu'il sort, du coup le rythme s'accélère parce qu'il doit échapper à tous les oufs qui lui sautent dessus et qui veulent le buter, donc du coup la mise en scène s'accélère, ça va être très découpé et de façon franchement assez virtuose, hein. C'est vrai, c'est très très bien. Il y a tout un truc et sa paranoïa qui monte de plus en plus parce qu'à un moment il avale le médicament qu'on lui a prescrit, sauf qu'il se rend compte qu'il a plus de flotte dans sa bouteille. Donc merde, il n'y a plus de flotte dans sa bouteille. Donc il essaye de faire couler de l'eau de son robinet. Il n'y a plus d'eau dans l'immeuble parce qu'il habite dans les quartiers de la Hesse. Et du coup, il voit devant chez lui l'épicier qui est en train de charger des bouteilles d'eau. Donc ok, il y a des bouteilles d'eau à l'épicerie. Sauf que du coup, s'il sort, il a peur en fait que, comme il n'a pas ses clés, ça ouvre deux problèmes. C'est-à-dire que la porte de chez lui est ouverte, mais du coup, si la porte d'en bas se ferme, il peut plus rentrer chez lui. Donc du coup, il bloque la porte d'en bas avec un annuaire et il va acheter la flotte. Sauf que pendant qu'il achète la flotte, il se rend compte que il a pas de liquide ou très peu. Donc il est en train de compter ses pièces pour payer le mec.
Et pendant ce temps-là, il se rend compte qu'il y a tous les oufs de la rue qui rentrent chez lui, quoi. Donc, il y a cette espèce d'énergie complètement folle, chaotique, et ça fait vraiment un événement en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui font que ça fait un espèce de truc de c'est hyper mal barré, il n'arrivera jamais à trouver sa mère, et c'est à la fois très drôle. Ça, en plus, ça culmine dans une séquence fantastique où il prend un bain, et je vous spoile pas ce qui se passe, parce que pour le coup, c'est vraiment très très drôle. Il y a un truc qui se passe au moment de son bain qui est à mourir de rire, je trouve, et qui apporte une conclusion à plein de foreshadowing et plein de fusils de Chekhov qui ont été placés intelligemment avant. Toute la première séquence, en fait, même toute la première partie, la première heure du film, elle est, je la trouve spectaculaire, intelligente et genre rondement menée, quoi. Et après, en fait, du coup, on le voit dans la bande-annonce, hein, pour le coup, c'est pas un spoil, mais il va évidemment avancer, il va pas rester dans cette rue, il va pas rester dans son appartement. Ce qui, au final, peut-être est un peu dommage, en fait, parce que du coup, alors, il y a d'autres trucs qui se passent. Il y a du casting qui arrive, donc il se retrouve dans une famille de gens qui essayent vaguement de l'adopter d'une certaine manière parce qu'ils ont perdu un enfant et que du coup, ils essayent mais il est très vite un peu kidnappé par ces gens-là qui, arborent un style de famille parfaite, mais qui en fait cache des trucs hyper malsains. Ensuite, il se retrouve dans la nature, dans la forêt, machin, etc. Ensuite, il se retrouve jusqu'à réussir à aller chez sa daronne, quoi. Mais du coup, en fait, pendant que ça se passe, est-ce que je peux expliquer l'expression fusée de Chekhov ? Alors non, c'est fusil de Chekhov, j'en ai parlé dans une de mes émissions. C'est du foreshadowing, c'est le fait de mettre ce qui paraît au départ être un détail, qui ensuite trouvera une conclusion dans le film, en gros, quoi. C'est annoncer que quelque chose sera important plus tard, juste en mettant un élément qui ensuite sera réutilisé de façon plus importante que ce que tu imaginais. Et du coup, voilà. Donc, en fait, pendant que le film avance et pendant que lui vit son épopée, le film glisse, je trouve, et c'est là que du coup j'ai été un peu déçu, en fait, parce que si ça avait continué sur ce rythme-là, avec ce concept de mise en scène-là, pour moi c'était gagné, quoi. J'aurais vraiment adoré que ça soit ça, le film, et je pensais en fait que ça allait être ça au début du film, et je me suis dit, putain, il a une proposition qui est intéressante, qui est pas jamais vue, parce qu'effectivement c'est des trucs qu'on voit au cinéma, mais là qui est vraiment bien fait, et en fait, ça, j'ai l'impression qu'il arrête de faire ça. Alors pourquoi ? Je sais pas. Parce que c'est un film et qu'il faut que ça évolue. Après tout, c'est moi aussi peut-être qui me fait une idée de ce que devraient être les choses. Mais en fait, il part dans un autre délire et petit à petit, le film devient vraiment, j'allais dire, purement métaphorique, dans le sens où c'est-à-dire que c'est acté de toute façon que tout le film se passe au travers du regard de Beau, c'est purement subjectif, et que évidemment tout ce qu'il traverse de façon complètement limpide et même souligné 1000 fois, quoi, et l'incarnation, en fait, tout ce qui l'entoure, tous les objets, les gens qui l'entourent, sont des incarnations de ses névroses, de ses problèmes, de son passé, etc. Mais ça, c'est ok, ça c'est complètement acté. Sauf que petit à petit, en fait, il n'y a plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, tu as l'impression que ça te raconte une histoire, et au fil du film, t'as l'impression que même le personnage de Beau commence à de moins en moins exister et devient purement, lui, juste le véhicule de métaphores, en fait, qui sont complètement, sortis du récit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le problème avec ça, c'est que le début du film fonctionne, je trouve, hein, parce que à la fois, oui, il y a un jeu de métaphores qui est évident sur l'anxiété, sur la paranoïa, sur le monde qui part en couille, machin, etc. Donc toutes ces métaphores existent. Sur le fait que, en fait, tout autour de lui est construit par sa mère. C'est-à-dire que ce qu'il mange, c'est des produits, puisque sa mère est une riche industrielle, ce qu'il mange, c'est des produits qui viennent de chez sa mère. Il habite dans un endroit qui est plus ou moins le truc de sa mère. Et donc, il y a cette espèce de cocon de sécurité, mais qui est un peu artificiel. Donc, tout ça, ce sont déjà des métaphores psychanalytiques, mais le personnage existe quand même comme un vrai personnage de cinéma, dans le sens où, du coup, t'en as quelque chose à foutre, en fait, quand il est dans une situation de détresse où tu dis il va se faire planter, ou il va se faire taper, ou il va se faire éclater la gueule ou quoi. Quand même tu connectes avec lui et tu te dis j'ai peur qu'il lui arrive ça. Sauf que le film, au bout d'un moment, oublie tellement l'idée de raconter l'histoire de Beau et devient juste purement empile des métaphores, en plus qui sont vraiment évidentes. C'est-à-dire que c'est en mode à la Binding of Isaac, quoi. C'est dans ce sens-là, dans le sens vraiment où la maman le couve, du coup il peut pas avoir de relations sexuelles parce que il a une mère qui est un peu castratrice, du coup il a des grosses couilles et donc il a littéralement en fait des grosses couilles parce que il a pas de relations sexuelles, etc. Tous ces trucs-là, en fait, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment stabilo de ouf sur le sens des trucs, mais que du coup, comme on est complètement dans son paysage mental, en fait, il y a plus vraiment
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, il pourrait lui arriver tout et n'importe quoi, que de toute façon, il s'en sortirait, puisque tu sais que c'est une épopée et que du coup, c'est Ulysse, et du coup, il va forcément trouver un chemin vers une résolution. Que du coup, en fait, moi, j'ai fini en tout cas. Ça a été l'effet que ça a eu sur moi par me détacher un peu du personnage de Beau et finalement me dire quoi qu'il lui arrive, de toute façon, le film veut qu'il avance, donc il avancera. Et juste, ça va être juste un vrai prétexte pour juste empiler des métaphores en disant, vous avez vu, il y a ce symbole-là que j'ai mis là, vous avez vu ce symbole-là que j'ai mis là, je vais pas vous spoiler en fait, mais il y a même des trucs, les gens qui ont vu le film comprennent, des symboles vraiment très très gros. Je veux dire, il y a des trucs où c'est vraiment, ça manque peut-être un petit peu de, je sais pas, de subtilité. Non. Après, c'est la blague, hein. C'est aussi l'idée de faire des grosses métaphores psychanalytiques évidentes et compréhensibles par tout le monde et tout. Mais ce faisant, en fait, je pense que ça aurait été possible, en gardant la rythmique du début du film, en fait, ça aurait été possible de faire ça, mais quand même d'en avoir quelque chose à foutre du personnage et de quand même se dire, il peut. Parce que à la fin, c'est tellement un truc où du coup, c'est vraiment abstrait, quoi, que du coup, tu dis, bon, bah. C'est pas vraiment beau en fait, c'est juste c'est juste Ari Aster qui montre ses traumatismes de machin et des questions qu'il s'est posées sur ses souffrances et tout, mais du coup le personnage meurt en fait, et il est un petit peu sacrifié quoi, j'ai l'impression sur l'autel de la symbolique du film. Donc ça c'est le truc qui fait que j'ai trouvé ça dommage, et du coup c'est là que du coup en fait s'il y avait cette idée là, c'est-à-dire de petit à petit perdre la narration et perdre l'intérêt qu'on a pour vraiment la vie du personnage et juste transformer tout en un réseau de symboles, peut-être que 3 heures c'était trop, du coup. C'est ça le truc que je me suis dit en voyant le film. À la fin du film, je me suis dit effectivement, si c'était ça le concept, 3 heures c'était trop. 3 heures, ça aurait été intéressant de faire vraiment une épopée en mode Ulysse. Je veux dire, il y a des jeux de métaphores, il y en a partout, dans tous les récits, dans tous les trucs, dans tous les mythes, etc. C'était possible en fait de coupler ça à vraiment une histoire. Sauf que du coup là, tu te balades d'un monde abstrait à un autre monde abstrait et il peut rien vraiment lui arriver de grave, et du coup en fait c'est plus un personnage au bout d'un moment. Voilà, c'est ça le truc que je reprocherais au film. Ceci étant, il y a quand même donc au-delà du casting qui est vraiment quand même vraiment super, au-delà de personnages qui sont hyper bien campés, cette famille là par exemple, c'est super, ils jouent super bien, tous les acteurs jouent vraiment super bien, et incroyable Denis Ménochet comme d'habitude qui est complètement ouf dans ce film là, qui joue un rôle en plus assez inattendu là que vous voyez là dans sa caravane. Il joue un peu le Cody. Vous vous souvenez de Notre Belle Famille ? C'est un peu lui, Cody. Mais dans une version un peu différente, un peu alternative de Cody de Notre Belle Famille. Et qui finit dans peut-être un hommage à Starship Troopers. Peut-être. Hyper chelou, mais peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a plein de choses, quand même, de scènes qui sont visuellement très généreuses. Mais il y a des incompréhensions aussi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple... Là, vous voyez une séquence. Je pense qu'on voit le plan. Il y a une séquence qui dure vraiment, je trouve, un peu trop longtemps. C'est une séquence qui est quasiment... qui est admise comme une projection de Beau qui fantasme une vie à un moment parce qu'il se retrouve à regarder en fait une scène de théâtre et du coup il se projette dans une représentation de la vie qu'il aurait aimé avoir potentiellement et qui est super, et on comprend ce que ça veut dire à la fin très bien, mais qui est quand même super longue. Et il y a notamment un plan que je trouvais symptomatique de ça. Je vais pas vous dire ce que ça raconte, mais il y a un plan en fait et on le voit, je crois. Là, on vient de le voir. On vient de le passer. Si vous voyez le film, vous allez voir, ce plan dure trop longtemps. Voilà. Moi, je veux bien qu'on me dise machin, etc. Ce plan dure trop longtemps. Et je comprends ce qu'il veut dire. Et je comprends la signification du truc, ce que ça veut dire sur le personnage et tout, mais ça dure vraiment trop longtemps, quoi. Et du coup, c'est vrai que si t'empiles les moments où il se regarde un petit peu filmé en mode ah, vous avez vu et tout, mais en fait, non, ça, il faut enlever, ça, par exemple. Ça dure trop longtemps. C'est évident et c'est bizarre, en fait, qu'il l'ait pas vu. Et du coup, il y a un truc qui est, je pense... je me demande si c'est pas vraiment conscient de la part de A24, par exemple, qui, en fait... comment dire, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de, étant donné que maintenant on est tombé dans un cinéma où le cinéma américain, maintenant c'est quand même un gros cinéma de studio complètement, j'allais dire... désincarné, quoi. C'est-à-dire que moi je trouve, hein, mais les quelques grosses prods hollywoodiennes qui sortent là sont vraiment dans un truc comme c'est le pire des pires moments d'Hollywood, en fait, qu'on a des compiles. Et est-ce que eux, justement, leur concept, c'est pas de dire bah, nous on donne les pleins pouvoirs à nos réalisateurs et on a une proposition drastiquement inverse
Ce qui, en cela, déjà m'intéresse beaucoup plus que Scream 6 ou je sais pas quel Marvel. Et c'est pour ça que je vous recommande quand même, malgré les réserves que j'ai sur le film, d'aller le voir, parce que c'est une proposition, pour le coup, vraiment, c'est une proposition de cinéma. Mais qui, du coup, aussi, que peut-être devrait être un petit peu plus tempérée aussi, quand même. C'est-à-dire que là, tu sens que le mec, il s'est dit au bout d'un moment, vas-y, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un film ? Est-ce que je peux pas juste tartiner mes névroses et sans queue ni tête, un petit peu les mettre à gauche, à droite et ça va fonctionner, quoi. Et c'est dommage parce que à l'intérieur du film, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un chef-d'œuvre en fait qui n'arrive pas à éclore en fait du fait de, je pense, malheureusement le côté je me la pète un peu de Ari Aster, quoi, qui me surprend parce que finalement des gens disaient déjà qu'il y avait un peu ça dans Midsommar et dans Hérédité, mais moi je le voyais pas tant que ça en fait. J'avais l'impression que c'était vraiment des propositions sincères, c'est-à-dire que certes il mettait de lui dans ses films, mais après tout ça c'est la marque des auteurs de cinéma et c'est normal qu'ils le fassent, quoi. Et je ressentais pas ça comme des films prétentieux. Là il y a un moment en fait où t'as l'impression parfois que même dans les dialogues à la fin, je vais pas vous spoiler ce qui se passe du tout à la fin, mais la fin ça devient vraiment verbeux, quoi, et ça devient vraiment explicite de façon quasiment où tu te dis mais là t'es vraiment en train de faire t'es en train de raconter une séance chez le psy en fait, mais presque littéralement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a presque ce truc là et c'est vraiment mis en image de la façon la plus simpliste et la plus littérale possible. Je vais pas vous spoiler donc, mais il y a des setups en fait à la fin du film où c'est vraiment c'est voilà, je vais vous dire, j'ai eu des problèmes avec il aurait pu s'arrêter en fait, Ari Aster, couper le film, venir et dire bon, Joachim, bouge 2 minutes, il faut que je parle, voilà, donc j'ai réfléchi par rapport à ma maman et tout, je pense qu'elle a été un peu trop présente dans ma vie, elle m'a empêché peut-être de m'épanouir dans mes trucs, parce que c'est ça en fait qui fait quasiment, quoi, à demi-mot, et il y a un setup qui en plus a l'air d'avoir coûté très cher, juste pour ça, tu vois, et tu te dis mais ça apporte pas grand-chose en termes de mise en scène non plus, c'est à des années-lumière, je trouve qu'il y a un fossé entre la fin du film et le début je le trouve brillant, et la fin je la trouve vraiment simpliste, et il y a un grand écart en fait pour moi entre le début et la fin du film. Voilà. Donc et effectivement, Linky Lou, t'as raison, je trouve, de le préciser, quoi. Le plus gros problème, c'est que ça a déjà été fait plus tôt dans le film. Ouais, il y a ce truc-là. Et il y a quelque chose en plus de paradoxal, étrange dans le film, c'est que à la fois le film est cryptique dans la façon dont il déroule la narration du film, c'est-à-dire que du coup il y a l'histoire qui pourrait être simple d'un personnage qui va d'un point A à un point B, en fait elle est hyper tarabiscotée pour te faire pas bien comprendre ce qui se passe. Du coup tu comprends pas bien ce qui se passe parce que tu passes en fait d'un univers mental à l'autre, donc tu traverses des trucs chelous, il y a des ruptures de ton en plus, donc c'est chelou, mais par contre le message de fond du film il est littéralement dit de façon extrêmement limpide. Alors peut-être que c'est ça aussi la proposition qu'il y a derrière du truc, quoi, mais je doute en fait de l'efficacité de ça parce que du coup t'es en train de te poser des questions sur des trucs qui devraient aller de soi et en fait t'es en train d'avaler tout cru quelque chose qui devrait être plus sophistiqué en termes de comment il fait passer le message, mais qui du coup t'est donné de façon hyper littérale. Donc c'est curieux, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Malgré tous ses défauts, je le trouve hypnotisant de par toutes les aventures de Beau. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments... Alors, je dis que c'est trop long, mais il ne faut pas que ce soit mal compris. J'ai pas trouvé ça chiant. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça chiant. Je me suis pas ennuyé pendant le film, en fait. C'est juste que j'ai trouvé que sa longueur lui donnait en fait un style de film qui se la raconte un peu, en fait. C'est ça que mais je me suis pas ennuyé pendant le film, par contre. Donc je lis un petit peu. Samy, tu dis quoi ? Tu dis l'intérêt d'un studio et d'un producteur, c'est d'éviter que l'artiste s'enferme dans son délire sans se soucier du public. Et effectivement, et alors, est-ce qu'ils l'ont peut-être un peu fait ? Parce que du coup, lui, sa proposition, c'était carrément un film de 4 heures. Donc peut-être ils l'ont un peu fait, mais là, putain, alors après, faut voir le director's cut, hein, peut-être qu'il y a un truc encore plus long dedans. Mais je sais pas, tu vois, je sais pas s'ils l'ont peut-être pas assez fait, ou après, je suis personne pour dire ce qu'ils auraient dû faire ou pas. Hein. Mais il y a un truc, en tout cas, qui m'a fait me sentir ça raconte un peu, je trouve. Je trouve que ça raconte un peu. Mais le gosse, c'est pas un de-aging de Joaquin Phoenix, d'où sa tête un peu chelou. Non, c'est juste un acteur vraiment je pense il est juste maquillé en fait, mais non, c'est juste un acteur. Léo Kitty qui dit je suis un peu fatigué de cette méta où on laisse Joaquin Phoenix en roue libre. Et en fait le problème, Joaquin Phoenix il joue très bien et dans ce film là il joue très bien, mais en fait il y a un propos dans le film sur le fait que en fait son inaction fout la merde. C'est le concept du film, c'est que du coup, comme il est paralysé par sa peur, c'est le principe de Beau is Afraid, comme il est paralysé par sa peur, en fait, il se retrouve à... Son inaction, en fait,
parce qu'il est tétanisé, amène des catastrophes régulièrement en fait dans le film. Donc ça c'est la thématique. Du coup lui il le joue de façon, c'est incarné, hein, sa performance c'est bien, il joue très bien Joaquin Phoenix. Mais en fait le personnage lui demande d'être parfois un petit peu juste halluciné et à se demander en fait genre il fait une gueule un peu hallucinée, merde qu'est-ce qui se passe, merde qu'est-ce que je dois faire, merde qu'est-ce que je dois faire. Et en fait le délire c'est que quand tu le vois faire ça va au début du film parce qu'il est un peu plus dans le rush au début du film et en plus t'as l'impression que ça raconte vraiment une histoire quoi, et du coup ça marche. Mais après dès lors que ça devient vraiment juste des tartines de métaphores et de symboles, du coup, t'as l'impression que le personnage devient vraiment un véhicule complètement vide juste pour que Ari Aster puisse te dire des trucs, en fait. Et sa performance, ça n'a rien à voir avec la qualité de son jeu d'acteur qui est très très bonne, mais ça, du coup, en fait, le personnage qu'il joue fait de plus en plus coquille vide pour les projections mentales d'Ari Aster. Et en fait, c'est bizarre pour un 3e film. Parce que ça, c'est un truc que tu peux faire en mode vas-y, c'est mon 15e film, j'ai plus rien à prouver, et du coup, je suis dans un truc où je parle, je réfléchis sur moi-même et tout. Là, c'est vrai que c'est le 3e film, c'est peut-être un peu tôt, je trouve, pour ce type de proposition de cinéma, quoi. Voilà. Karim, tu trouves pas que les critiques sont très exigeants avec le film mais sont tolérants avec les blockbusters basiques qui sortent dernièrement? Du coup, j'ai l'impression que ce pattern peut tuer un peu la créativité. Tu trouves? Moi, j'ai pas trop lu de critiques là-dessus. J'ai écouté Capture Mag, qui ont l'air de penser à peu près ce que je pense, et ils l'ont pas défoncé le film. Ils ont des reproches aussi à faire au film, ils le trouvent aussi trop long, mais ils ont pas défoncé le film. Donc je sais pas, il se fait défoncer? Peut-être, hein, j'en sais rien. Non, moi, c'est pas un film que je défonce. Non, parce que là, en fait, je dis vraiment ce que j'en pense et je l'ai vu hier. Mais et du coup, je fais un petit peu. Mais moi, ça, il y a eu des moments que j'ai trouvé merveilleux. Hein. Déjà, en fait, je vous dis franchement, tout ce qui se passe dans l'appartement de Beau au début du film, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf et c'est parmi les meilleurs trucs, je trouve, qu'a fait Ari Aster. Et je trouve ça super. Et j'étais à fond dedans, en fait. Donc oui, s'il s'agit de mettre ça, si tu veux, en comparaison avec genre Scream 6, dont on a parlé un peu précédemment dans ce stream, il n'y a même pas photo. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce genre de truc, on n'est pas dans de l'exploitation de trucs consensuels, vides de sens, machin, les trucs des enfers d'Hollywood du moment, quoi. Moi, c'est une des pires périodes du cinéma américain pour moi. Hein, donc en même temps, c'est là on compare à des trucs qui sont effroyables. Mais c'est juste, en fait, c'est décevant par rapport au fait que j'ai considéré ça comme le projet hyper ambitieux d'un réalisateur que j'ai trouvé extrêmement prometteur parce que j'adore ses 2 premiers films, en fait. C'est dans ce sens-là que je le trouve décevant. Je pense que c'est un film qui aurait pu être un chef-d'œuvre s'il était un peu plus humble, en fait. Mais bon, après, il y a quand même des visions hyper efficaces de cinéma, hein. Dans le truc, il y a des trucs hyper intéressants. Mais tu sens que... En fait, j'espère que ces prochains films vont pas avoir des défauts similaires. Il va pas continuer, en fait, cette espèce de truc psychiatrique Woody Allen-esque. Eoldias qui dit la critique est plus dure car c'est un vrai film aussi. Peut-être. Mais après, moi, je trouve que c'est surtout que la critique est très consensuelle avec les blockbusters actuels, en fait. C'est plus ça. Moi, j'ai l'impression parfois que la critique repose sur comment dire, sur ce que les films disent qu'ils sont, plus que sur ce qu'ils sont vraiment. Et j'ai lu pas mal de critiques. Déjà, j'ai un problème avec le fait qu'il y a très peu de discussions, de conversations autour de propositions de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des conversations qui se font sur le scénar des films, beaucoup, désormais. Après, je suis pas trop la critique, hein, non plus. Donc, de ce que j'ai pu voir, c'est un petit peu les trucs que j'ai pu considérer. Que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup ça, quoi. Ça va parler de structure narrative éventuellement, mais jamais vraiment complètement de la façon dont sont filmées les choses. Qui est un travers dans lequel je tombe aussi, donc c'est une critique à moitié, quoi. Mais aussi, le fait est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de critiques, genre, typiquement The Batman, alors, moi je suis pas fan de The Batman, mais je ferai un stream spécial pour parler de pourquoi je suis pas fan de The Batman, parce que j'ai l'impression d'être une voix dissonante, parce que quand j'en parle à plein de gens autour de moi, ils me disent mais non, c'était vraiment bien et tout, et moi c'est un film que j'aime pas. Mais du coup, en fait, The Batman, il y a un truc où j'ai lu des trucs, en fait, qui vraiment ne parlaient pas du film, parlaient de ce que le film dit qu'il est, en fait. Parce que Batman, c'est typique. The Batman, c'est vraiment un film qui dit qu'il est plein de choses, même pendant le film, hein, je veux dire, pas dans la com autour, mais je me demande, j'ai l'impression parfois de lire des critiques de dossiers de presse, en fait.
Et quand le film de genre The Batman dit qu'il est un polar hardboiled à la Fincher, en fait, les gens parfois critiquent le film en mode c'est un polar hardboiled, et tu fais mais non en fait, c'est pas ça du tout. Genre c'est ça qu'il dit qu'il est en fait dans le film, parce que ça reprend le décorum de ce type de cinéma-là en fait, parce que ça te donne l'impression que c'est un peu ces films-là, mais en fait c'est pas ce que ça raconte et c'est pas vraiment ce que ça montre. Mais The Batman, j'en parlerai parce que c'est intéressant. Quelle que soit votre opinion sur le film, l'idée c'est pas d'antagoniser les gens qui l'ont aimé. C'est pas, moi je respecte tous les avis et tous les points de vue, et je sais que là pour le coup, je suis j'ai une opinion qui est dissonante quoi. Je l'avais vu avec Seb et Fred au ciné, et eux avaient kiffé et tout, donc je comprends après l'intérêt qu'on peut trouver un film comme ça, mais moi je suis complètement en désaccord avec ce que j'ai lu sur le film, donc ça peut être intéressant. Mais voilà. Du coup, donc bon, après je vous recommande quand même vraiment de regarder Bo is Afraid. Hein. C'est un perso, j'ai aimé la photo. Alors moi aussi, The Batman, je trouve par contre visuellement, en termes de pur plastique, mais le travail du chef-op, pas le travail du metteur en scène, mais en termes de pur plastique, je trouve ça très beau. Mais c'est pas. En fait, c'est vraiment, j'avais l'impression de voir que des annonces de on est en train de faire ça, et en fait, ils le font jamais. En fait. Dans tous les styles que ça essaye d'être, c'est-à-dire autant ça essaye d'être un polar parano en mode Frankenheimer et tout, et je trouve, ou plus Pakula, mais genre ça ne fait pas ça, mais ça dit que c'est en train de faire ça. Ça essaye d'être un truc à la Fincher Zodiac 7, mais en fait ça n'est jamais vraiment ça non plus. Et même les personnages, en fait, ils arrêtent pas de dire des trucs qui sont, mais en fait qu'ils ne sont pas. C'est vraiment, au point où même en sortant du film, je me suis demandé si c'était pas le propos du film, de façon complètement métatextuelle, de faire un truc de faux semblant en fait, où tout repose sur des effets d'annonce, en fait, qui disent ouais moi je suis ça, mais en fait ils te montrent qu'ils ne le sont pas, et que du coup le film aussi est c'est-à-dire que ça te dit que c'est un film noir parce que ça commence avec une voix off et tout, en mode, et là t'as l'impression que ça va être d'Achille Lamette machin, et en fait non, c'est plus ça au bout d'un moment. Il y a que des trucs comme ça dans The Batman, mais au point que je me suis vraiment fait la réflexion de est-ce que c'est volontaire, et il y a un truc que j'ai pas pigé. Mais alors du coup voilà, bon, je vais pas faire sur The Batman, je ferai vraiment un stream autour où je parlerai que de ce film-là, parce que c'est quand même un film intéressant quoi. Ne serait-ce que sur la question de comment réactualiser un personnage qui a vu mille et mille incarnations, c'est intéressant. Donc Bo is Afraid, en tout cas, c'est un film qui est très intéressant à regarder, et là je me rends compte que ça fait 2 heures que je stream, et que je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler de Mad God, qui était quand même le sujet principal de ce stream, en fait. Attendez. Ah, c'est terrible. Parce que c'est terrible. Bon, sinon, c'est pas grave, on se retrouve. Alors, dans la VOD, il faudra mettre un autre titre. Il faudra pas mettre faudra pas mettre Mad God, en fait. Attendez, je regarde l'heure. Ouais, il est 19h. La sainte digression a encore frappé. Alors là, pour le coup, c'était pas des digressions, c'était prévu que je parle de tous les films dont j'ai parlé, mais je pensais que ça prendrait moins de temps, en fait. Donc, il faut absolument parler de Mad God. Allez, merde, on reste encore un petit peu ensemble, c'est pas grave. Je finis tard aujourd'hui. Du coup, je streamerai probablement pas demain. Voilà, ça va être le truc qu'on va faire. Je vais vous parler de Mad God et je vais vous parler du travail fantastique de Phil Tippett sur ce film hyper chelou quand même. Donc, si vous pensiez que Bo is Afraid, c'est un film bizarre, vous allez voir. Pierre, c'est mignon, qu'est-ce que tu me dis? Oh mon dieu, Karim Debache, je suis ultra fan, j'ai découvert il y a 6 mois, tes vidéos YouTube sont dingues, trop content que l'algorithme m'ait envoyé ici, je follow et je vais lurker. Gros bisous à toi, c'est très gentil. Alors attendez, juste avant donc on va parler de Phil Tippett, on va parler de Mad God, juste avant je vais faire un petit remerciement aux gens qui ont sub pendant que je parlais de Bo is Afraid. Donc il y a un film que je vous recommande, hein, malgré tout, j'ai quelques reproches à faire, je trouve que le film se perd, je trouve que c'est des 3 films d'Ari Aster, c'est celui que j'aime le moins, néanmoins c'est quand même bien supérieur à la moyenne de ce qui sort, je trouve, dans le cinéma américain actuel, et il y a toute une première partie que je trouve complètement ouf et complètement hallucinée et que j'étais très content de voir, donc juste pour ça je vous recommande volontiers d'aller checker Bo is Afraid. Donc alors j'en étais où? Wizardien, je t'avais remercié, donc j'en étais à Gouvernateur, merci beaucoup à toi, tu dis le 9 mai prochain, c'est les 16 ans de Carex et Boulogne, c'est les 24 miens, une double date bien sympatoche, je te fais des gros bisous, c'est ton 53e mois de sub, c'est énorme, merci beaucoup à toi Gouvernateur, j'espère que tu te portes bien, Lama Magique aussi, gros bisous à toi pour les 11 mois de sub, merci beaucoup à toi Piwi Von Garofa aussi pour le sub, merci à Monsieur New Vegas pour les 13 mois d'abonnement, merci à Tebao pour le 8e mois de sub, merci à Grip Mino aussi pour le 3e mois, merci à Xenom Hill pour les 19 mois d'abonnement, merci à toi Sourcil pour les 9 mois d'abonnement, merci à Broumiaou pour les 16 mois, tu déchires et tu dis bonjour, merci à Vanadiz qui dit allez let's go premier trimestre.
C'est effectivement ton 3e mois de sub. Je te fais des gros bisous. Merci à toi. Merci à Agent Trouble aussi pour le Prime. Merci à Riful qui dit Karim, 2 ans. Karim. Et en fait, non, c'est pas Karim, c'est des petites émoticônes. Je te fais des gros bisous, merci à toi. Merci à Wabuxi aussi pour le sub. Merci à Ilgrezi, merci à Elira TV qui dit je regarde pas souvent, mais j'ai tellement regardé ton travail que ça mérite une petite pièce. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Merci pour tout cette oseille. Merci aussi à toi, Ikokawa, pour le Prime. Et merci à Romulus Caius qui me dit cadeau. C'est ton 2e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Je te fais des papouilleries. Alors, je vais juste vous lire un petit peu vite fait pour voir les quelques messages que vous avez éventuellement mis en avant. Ça pourrait être intéressant. J'imagine que vous avez parlé un petit peu de Bo is Afraid. Paul Do qui dit les 45 minutes, j'ai cru voir un chef-d'œuvre, puis le reste, j'ai cru m'être fait abuser. C'est marrant, donc je suis pas le seul. Autant la forêt est chiante, autant la fin est quand même un peu rigolote, nous dit 12 lettres. Il y a des trucs, mais même dans la forêt, il y a des trucs un peu sympas, mais il y a un ton en fait à la fin qui me plaît moins, quoi. Est-ce que Ari Aster s'est pas trop regardé faire son film? Est-ce que c'est pas un peu trop masturbatoire comme réalisation? Il y a un peu, ça se branle un petit peu effectivement. Ensuite, vous m'avez dit quoi? Autant je trouve qu'il y a des trucs, donc là je vous lis. Hein. Autant je trouve qu'il y a des trucs visuels sympas dans le film, autant je vois pas l'intérêt de voir la démonstration des problèmes psychologiques plutôt graves d'un réal qui a très clairement besoin d'un psy. Oui, mais là, ouais. Après, ça, c'est pas. Moi, je juge pas la vie des gens. Hein. Par contre, s'ils pensent avoir mis. C'est juste que. Quitte à mettre des trucs, en fait, personnels dedans, peut-être le faire avec un peu plus de didactisme. Un petit peu moins. Voilà. Il s'est fait défoncer chez les ricains. Tu dis, Gérald, d'accord. Bah, je savais pas. Il mérite absolument pas de se faire défoncer. Les gros blockbusters genre MCU, personne n'en entend rien du tout, donc les critiques ne perdent pas leur temps à développer, dit Messaïra. Ouais, je sais. Merci à toi Super Bigadin 3D pour les 100 bits, tu déchires. Je sais pas, Et le chat pour info, Seven Swords et le festin chinois, d'accord, gratuit sur le replay d'Arte Cinéma et leur chaîne YouTube. Il y a aussi PTU de Johnny To et des films de King Hu. Si vous voulez pousser un peu, Double Team et Piège à Hong Kong sur OOQE, ciné-service VOD gratuit de Free. D'accord. Eh ben, il vous a cité plein de très bons films à regarder, effectivement. C'est cool. Sur la chaîne d'Arte. Alors, PTU de Johnny To, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve super sympa. C'est la période, c'est le moment où on a découvert un peu de... Enfin non, on l'avait découvert avant, j'allais dire une connerie. Je vais voir Mad Dog à Bruxelles dans 15 jours, c'est cool. Que me dites-vous ? Après, le problème avec ce que tu dis sur le fait de teaser sans montrer, c'est le blocage marketing. Il faut vendre des produits pour les enfants parce que Batman, pour les producteurs, c'est pour les enfants. On n'atteindra jamais une violence graphique comme dans certains comics. Mais oui, mais du coup, il faut pas le vendre comme tel, en fait. Et je veux pas dire juste la com autour du film, tu captes ce que je veux dire. Je veux dire dans le film, en fait. Dans le film, il y a des effets d'annonce qui te disent on est en train de faire un film gritty un peu et ça ne l'est jamais, mais effectivement ce que tu dis je comprends très bien, c'est ils veulent bien sûr, mais du coup faut pas partir dans ce délire là si tu peux pas l'assumer, parce que du coup en fait les références dans The Batman, en plus c'est des films que j'adore, alors peut-être c'est mal tombé parce que du coup citer Fincher, je suis hyper fan, et le cinéma Frankenheimer slash enfin tout le cinéma paranoïaque des années 60 pour Frankenheimer, 70 après, c'est un cinéma que j'adore, donc je vois très bien en fait les références qu'il est en train de faire à quel film. Et je vois très bien qu'il n'ose pas en fait aller aussi loin que les films qu'il cite. Donc c'est quand même curieux, quoi. Le Deus Ex Machina, tu dis Mad God, je suis dégoûté qu'il soit très mal distribué, c'est hardcore de pouvoir le voir au ciné et je suis deg car j'adorais le voir sur grand écran. On va peut-être parler de ça. On peut quand même se réjouir du fait qu'au moins il est distribué, tu vois. Je suis d'accord, hein, mais c'est très compliqué de sortir un film comme ça, je pense. Merci beaucoup à toi Bobby et Wig pour le 2e mois d'abonnement. Tu dis bonjour Karim, bonjour à toi. Et Quentin Sora qui dit bonjour Karim, bonjour le chat, comment allez-vous? Ça va bien. On va parler de Mad God. Alors, donc, du coup, je vais vous montrer la bande-annonce en fait, tout simplement, de Mad God. Second long métrage, mais non pas Mad Dog, putain, mais moi je fais l'erreur. Mad God Macré. Trailer, hop. Alors, donc c'est chelou. Parce que si vous pensiez que ouais, Bo is Afraid c'est un peu chelou et tout, bon, Bo is Afraid c'est pour les enfants. Ça c'est chelou.
Non, on s'en fout, on veut le voir au cinéma. Et on veut le voir, pour le coup, on veut vraiment le voir au cinéma et je vais un petit peu discuter du pourquoi, du comment. Il y a une autre bande-annonce, j'ai l'impression. C'est la même ? Non, c'est pas la même. Voilà, donc ça c'est Mad God de Phil Tippett qui est distribué de façon complètement ouf en salle, donc il faut vraiment c'est un film à aller voir. Alors ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis direct, je le sais, c'est-à-dire que la moitié des gens qui m'écoutent là en ce moment, vous allez trouver ça horrible comme film et vous allez m'en vouloir, vous allez dire on a passé un mauvais moment, et c'est peut-être même un peu voulu par les gens qui ont fait ce film, donc voilà, c'est très particulier. Néanmoins c'est une super expérience de cinéma quand même, genre c'est, en fait il faut admettre parfois que attendez, je vais hop. Il faut admettre parfois qu'il y a des... Enfin, je veux dire, c'est assez événementiel en fait qu'en France, en 2023, on ait accès à ce film-là au cinéma. Et même si vous êtes dégoûté par le film parce qu'il y a des trucs vraiment hardcore, vraiment sales, vraiment chelous, vraiment creepy et vraiment dérangeants, quoi, malgré tout, c'est quand même un truc à voir sur un grand écran, ne serait-ce que parce que techniquement, déjà, c'est complètement ouf. Quoi. Parce que, donc, du coup, on va resituer un petit peu le film. Alors, je vais commencer par un résumé du film parce que c'est la moindre des choses. Et là, c'est dur. Là, parce que Boys of Rage, j'ai réussi, vous avez vu, à le résumer à peu près. Ça se passe, ça va, tranquille. Là, c'est compliqué, c'est très compliqué à résumer. Donc, en gros, Mad God, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut décrire un peu l'univers dans lequel se passe Mad God. Donc, ça commence par ce que je comprends être la tour de Babel, ou une représentation de la tour de Babel, ou quelque chose qui a en tout cas à voir avec la tour de Babel, qui se fait fumer. Et après, il y a une citation du Lévitique, donc qui est un des tomes du Pentateuque, quoi, de l'Ancien Testament, qui dit, en gros, c'est une citation du Lévitique qui dit je suis Dieu et si vous ne me respectez pas, je vais vous fumer. Faites gaffe, voilà. C'est à peu près, ça commence sur cette citation-là. Donc déjà, tu es dans un délire qui est de proportion biblique. En gros, ça se passe dans un univers où vraiment Dieu est pas content, quoi. Il a vraiment l'air pas content qu'on ait érigé une tour et donc il a décidé de transformer le monde en cette espèce d'infini purgatoire, de souffrance, de douleur, de fluide corporel, sans fin, quoi, qui est l'univers de Mad God. Donc ça, c'est l'univers de Mad God. À partir, je pense que c'est la tour de Babel, hein, j'imagine, quoi, mais j'en sais rien, quoi. Et donc du coup, il y a, donc ça va aussi emprunter à l'enfer de Dante. En gros, le concept du film, le scénar, c'est juste, il y a une espèce de comment dire, de pod ou de, je sais pas, de comment on appelle ça, les trucs, pas un scaphandre, je suis un ouf, les trucs avec lesquels on descend en plongée là, qui en fait qui descend dans les méandres de cet univers cauchemardesque. Et à l'intérieur de ce pod, il y a donc le personnage principal. C'est un scaphandre, c'est c'est une cloche de plongée. Bathyscaphe, bathysphère, une cloche, je crois que c'est une cloche, c'est Diving Bell. Et du coup, bon, ça contient quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un qui est plongé dans cette espèce d'univers effroyable de cauchemar, quoi, qui sera crédité sous le nom de l'assassin. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais en fait, il va explorer cette espèce de monde souterrain, c'est lui qu'on voit, il va explorer cette espèce de monde souterrain répugnant pour placer une bombe qui trimballe dans une valise, en fait. Sauf que les choses se passent pas comme prévu. Et après se passe tout un tas de trucs
que du coup je peux pas vraiment trop en dire plus parce que là ça va vous je pourrais en fait raconter ce qui se passe, c'est pas si ouf que ça scénaristiquement, il y a un fil qui se tient et on comprend ce qui se passe, c'est pas incompréhensible du tout, mais ça vous spoilerait. En gros, il essaie de placer une bombe mais ça ne marche pas, il se fait arrêter avant et il commence à se passer des choses effroyables. Ça c'est les 20 premières minutes du film. Et donc ce film est le second long métrage d'un mec qui s'appelle Phil Tippett. Si vous ne le connaissez pas, encore une fois, si vous connaissez pas son blaze, c'est pas grave, mais en fait vous connaissez très probablement son travail, puisque c'est un mec qui est là depuis très très longtemps en fait. C'est vraiment une bathyscaphe, d'accord, c'est bathyscaphe, ok. C'est un ascenseur, quoi. Il descend dans un ascenseur comme ça. Et vous allez voir que du coup, donc, effectivement, Lil Fart, vous faites la vanne. Phil Tippett, Phil Lil Fart, il a été rappeur aussi. Et du coup, donc ce mec-là, Phil Tippett, en fait, vous le connaissez puisqu'il a une carrière très très longue. Ça fait très longtemps. Ses derniers streams ont été un peu consacrés à lui, même si pas vraiment. En gros, j'ai parlé lors de ces derniers streams de films qui ont été faits par des gens qui ont inspiré Phil Tippett. Pour arriver à ce moment-là, ce week-end où j'allais vous parler globalement du travail de Phil Tippett, on a surtout parlé du cinéma de Ray Harryhausen. Il faut que j'apprenne à le prononcer, mais Ray Harryhausen, qui du coup est très connu pour son travail sur ces films-ci, que sont du coup le 7e voyage de Sinbad, cette trilogie de Sinbad, mais aussi les voyages de Gulliver et aussi Jason et les Argonautes. Donc tous ces films-là sont des films un peu classiques de l'histoire de la stop motion, puisque comme vous avez pu le constater, Mad God est un film en stop motion. Phil Tippett est très connu pour le travail qu'il a fait sur la stop motion. J'ai dit Phil Kennedy juste parce qu'il y avait le nom de Kathleen Kennedy qui défilait, avec qui il a travaillé en fait par le passé. Mais du coup, c'est un des grands noms, disons, de la stop motion et globalement des effets spéciaux, qui a commencé du coup sa carrière en étant inspiré non seulement par le travail de Ray Harryhausen, mais aussi par celui de Willis O'Brien, sauf que j'ai pas mes Blu-ray de King Kong, mais Willis O'Brien, qui est donc un petit peu à la source en fait de tous ces mouvements-là, qui avait bossé sur The Lost World, Le Monde Perdu, et sur King Kong. Phil Tippett, quand il était gosse, donc il a eu une enfance assez compliquée. Hein. Son enfance est assez compliquée, parents alcooliques, c'était chaud, c'était pas évident pour lui. Apparemment, lui aussi a eu des problèmes d'alcoolisme aussi dans sa vie, et il se retrouvait en fait à développer une passion pour les grands monstres de cinéma tels que King Kong, tels que évidemment les monstres qui sont présents dans le 7e voyage de Sinbad, ce film-là qui a influencé énormément de cinéastes, et par plein d'autres trucs de l'époque. C'est-à-dire que c'était une époque aussi avec, il parle beaucoup de Famous Monsters of Filmland, le magazine dont j'ai déjà parlé dans mes émissions, je vais pas revenir dessus, mais en gros il est très fan des monstres au cinéma. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué quand il était petit, et du coup il en a fait une carrière. D'abord de façon évidemment informelle, de son côté, en bidouillant un petit peu à gauche, à droite. Il est un peu instable, il en parle que s'il ne faisait pas des trucs de ses mains, il aurait mis fin à ses jours. Il est très instable, il a des problèmes, Phil Tippett, effectivement. Mais ça, ça se voit dans son cinéma de toute façon. Mais en tout cas, il s'est très vite fait un nom. Il a commencé en fait à se faire connaître vraiment avec son travail sur Star Wars, Un Nouvel Espoir, donc le premier Star Wars, l'épisode 4, notamment pour sa séquence en fait, où il a fait la séquence d'échecs holographique, qui est donc du coup du stop motion, qui est l'œuvre de Phil Tippett. Je vais pas être tout vous dire sur ça, parce qu'en vrai, si vous voulez vous documenter sur justement la fabrication des effets spéciaux notamment de Star Wars, je vous recommande de vous tourner vers Disney+, parce qu'en fait il y a une série documentaire qui vous résumera ça mieux que moi et qui est relativement complète et en plus vraiment intéressante, donc j'en profite pour la recommander. Je crois qu'elle s'appelle juste Light and Magic, qui vous parle du travail d'ILM et de comment s'est construite en fait l'équipe d'ILM au moment de Star Wars, et les difficultés en fait qu'il y a eu autour de la création de cette ce crew de gens qui viennent tous un petit peu d'horizons différents, mais qui se sont réunis. Donc Phil Tippett, il bossait dans une boîte où il faisait pas mal de pubs, etc. Mais ils se sont tous réunis autour d'un amour de la création artisanale en fait d'effets spéciaux pour le cinéma. Et c'était vraiment en mode Revenge of the Nerd, quoi. C'était vraiment des geeks en fait, un peu chacun avait sa spécialité. Ils se sont réunis autour de ce projet un peu ouf qu'était Star Wars à l'époque, et ils ont réussi à produire ce que je trouvais absolument fantastique, qui est donc New Hope, et qui leur a tous donné des lettres de noblesse, quoi. Sa carrière, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est la fin des années 70 Star Wars. Ça continue avec évidemment l'Empire contre-attaque, où Phil Tippett va avoir un plus gros rôle à jouer, puisque c'est lui qui va s'occuper déjà des AT-AT, donc qui sont AT-AT, merde, je les confonds toujours. Des marcheurs, voilà. C'est lui qui va s'en occuper, et aussi des Tauntaun. Donc au début sur Hot, c'est lui qui va gérer ça. Donc c'est encore beaucoup plus impressionnant que ce qu'il faisait déjà, qui était déjà cool avec la partie d'échecs du 4, quoi.
comment dire, c'est avec ce film-là, je trouve qu'il y a son style qui va se plus... Enfin, comment... Ça va lui ouvrir des portes, parce qu'en fait, pour l'Empire contre-attaque, il va se consacrer à rendre les effets spéciaux en stop motion encore plus vrai. Alors pour ceux qui connaissent pas quand même le stop motion, donc l'animation en volume en français, en gros le principe est très simple, c'est vous avez des figurines, en fait ça fonctionne comme de l'animation en 2D sauf que en dessin animé, sauf que vous avez des figurines tridimensionnelles du coup avec une armature à l'intérieur et que vous déplacez, donc vous prenez une photo, vous déplacez, vous prenez une photo, vous déplacez, évidemment vous mettez les photos les unes après les autres et ça vous fait une animation quoi. C'est le principe de l'illusion du mouvement du cinéma, mais qui du coup nécessite évidemment, c'est un processus qui est très laborieux et qui a donné au cinéma quand même ses premiers grands monstres quoi. Et donc je parlais de King Kong évidemment par Willis O'Brien qui est un des premiers grands monstres de l'histoire du cinéma et qui a été créé par ce procédé là. Et très longtemps ça a un petit peu fait figure de technique par défaut en fait de comment animer les choses avant les animatroniques et bien sûr avant la CG, donc les effets spéciaux numériques, les effets visuels. Exemple Wallace et Gromit, exemple évidemment le Pinocchio de Del Toro que j'ai toujours pas vu parce que je suis un con, mais il faudrait que je le mate d'ailleurs, mais exemple aussi tout ce que vous voulez, l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc le cinéma d'Henri Selick, Coraline, James et la pêche géante, mais aussi les studios Hardman, donc du coup Wallace et Gromit et Pirate, tout ce que vous voulez, tous ces trucs là quoi. Il y a eu énormément d'exemples, mais en fait le truc qui est cool avec le cinéma de Phil Tippett et à partir de Star Wars, c'est que c'est dans des films live quoi. C'est le principe de King Kong, c'est le principe de tous ces films aussi. Je vous ai parlé du travail de Harryhausen. Donc, ces films les plus connus sont ceux-là, mais je vous ai parlé évidemment de Beast from 20,000 Fathoms et de Flying Saucer versus Earth versus the Flying Saucers, qui sont des films aussi qui ont été faits avec les mêmes techniques. Et il y en a plein d'autres qui ont été faits avec ces techniques-là. Et Phil Tippett est devenu très vite un des grands noms de cette technologie-là. Et ça a continué. Donc, je vous ai parlé. Je vais le faire rapidement parce que déjà, du coup, il est tard. Donc, je vais pas. Peut-être je reviendrai sur certains de ces films pour vous en parler plus en détail, mais je vais juste essayer de survoler un petit peu sa carrière. Donc l'Empire contre-attaque, c'est quand même un grand moment de Phil Tippett. Le retour du Jedi aussi, parce qu'il s'occupe de tout plein de bordel de chez Jabba. Et il y a aussi donc des films que je vais vous conseiller. Il y a évidemment son travail, parce que très vite, il est devenu un peu pote en fait avec donc John Davison et Edward Neumeyer, mais du coup avec Paul Verhoeven, et il a bossé évidemment sur cet immense chef-d'œuvre que j'ai toujours pas déballé, parce que je viens juste de recevoir le coffret Blu-ray, mais qui est un peu décevant, parce que il n'y a pas de bonus. Donc ça c'est le 2, mais ça c'est le 1. Donc celui-ci, c'est le premier évidemment Robocop, c'est lui qui fait ED209 dans Robocop, donc qui est un de ses tafs les plus cultes, qui est toujours fantastique, qui est un film de Paul Verhoeven, donc si vous ne connaissez pas Robocop, c'est cultissime, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous le recommander, mais évidemment que je vous le recommande, c'est un chef-d'œuvre, le premier Robocop, et ED209 est sûrement l'antagoniste, pas l'antagoniste principal, mais c'est l'antagoniste robot principal, et Robocop, du coup, le personnage de Robocop est fait, c'est un mec dans un costume, et il affronte du coup ED209, qui est un robot qui lui n'a rien d'humain et qui est fait en stop motion par du coup Phil Tippett. Et dans une des scènes d'ailleurs les plus fameuses, je pense, je pense parmi les scènes les plus marquantes de Robocop, il y a celle qui met en scène ED209, quoi. Que ce soit le meurtre quand il dysfonctionne ou la fin quand il se fait fumer et qu'il y a sa papate là. Tous ces trucs-là, c'est vraiment des images cultes de l'histoire du cinéma, je pense. Et donc, c'est Phil Tippett qui est à la source de ça. Et ça, c'est quand même vraiment la classe de ouf. Il a aussi, évidemment, été très important pour sa suite, qui est Robocop 2, que moi, je trouve sympa. Voilà. Je sais pas quel est le consensus autour de ce film-là. Je crois qu'il est considéré comme plutôt, c'est un espèce de Predator 2, quoi, dans le sens où tout le monde est conscient pour dire qu'évidemment ça n'a ni l'importance ni la sophistication du premier, mais que c'est quand même néanmoins sympathique. Donc écrit par Frank Miller, parce que il y a une grève des scénaristes qui fait que du coup c'est Frank Miller qui a dû s'y atteler parce qu'il n'était pas au syndicat des scénaristes parce qu'il était auteur de BD. Du coup c'est lui qui a écrit Robocop 2. C'est réalisé par du coup Irving Kirchner qui se retrouve Phil Tippett parce que c'était le réalisateur de l'Empire contre-attaque. Et c'est quand même un film. Mais moi je trouve vraiment fun, voilà, qui est évidemment pas à la portée du Verhoeven, qui est un chef-d'œuvre intemporel et qui invente énormément de choses, et qui en plus a pas le. En fait, il y a peut-être, je pense, thématiquement, il y a le côté un peu bizarre scénaristiquement de faire du méchant. Donc, qui s'appelle littéralement Robocop 2, parce que Robocop 2, c'est le nom du film, mais c'est aussi le nom du méchant, qui à la base s'appelle K1, qui est joué par Tom Noonan, qui est un classique méchant de l'histoire du cinéma, de Manhunter, etc. Mais là, il joue donc K1, qui du coup, lui aussi se fait cyborgiser en un autre robot qui est censé prendre le relais de Robocop, et qui du coup son personnage s'appelle vraiment Robocop 2. Mais en fait, la grosse différence, c'est que dans le premier, du coup, ED209, c'était un pur robot, et là, c'est aussi un cyborg, c'est aussi un cadavre qui a été recyclé pour faire un robot.
Donc thématiquement, ça change quand même pas mal le sens du truc. D'autant que le gros problème, le fait qu'il est méchant, en fait, le méchant de Robocop 2, c'est du fait de son addiction à la drogue, la nuke, qui est un mélange de je sais plus quoi, il le dit en plus, de scolpomine, de machin, de trucs. Du coup, je sais pas, le sens du film, je pense, c'est pas complètement compris par Frank Miller. Le sens du premier film, en fait. Il y a un truc, ça reste sarcastique, quoi, ça reste un peu moqueur sur la société et tout, mais c'est pas complètement aussi juste que le premier. Par contre, c'est hyper généreux en termes d'action, je trouve. Il y a des scènes vraiment marrantes. Je trouve que esthétiquement, visuellement, ça a un côté très néon fluo qui avait pas forcément dans le premier, qui était plus industriel, parce que c'est Détroit, quoi. Et il y a ce côté un peu comme justement dans Predator 2, c'est la Hesse. Un peu comme dans Beau is Afraid. D'ailleurs, le début du film est très drôle de Robocop 2 parce que je trouve que c'est une vieille qui est avec un caddie, avec des canettes dans le caddie, parce que c'était l'époque où toutes les vieilles elles avaient des canettes dans leur caddie, et du coup elle se fait percuter, le caddie se fait percuter par une bagnole, donc elle va pour ramasser les canettes, et il y a un mec qui arrive et tu crois qu'il va l'aider, en fait il lui vole son sac, donc il lui vole ses diamants. Après il y a 2 prostituées qui se baladent dans la rue, elle tabasse le mec pour lui voler aussi le truc, elle passe devant un magasin, le magasin explose, il y a des mecs qui viennent pour braquer le magasin qui vient d'exploser et tout. Enfin c'est le sbeul, c'est un monde complètement apocalyptique qui se passe, quoi, mais c'est assez marrant, voilà, c'est assez sous-coté, tu dis Samy, je trouve aussi. J'en prendrais pour $1. En fait, c'est pas, comment dire, c'est vraiment, vous attendez pas, si vous avez pas vu Robocop 2, je vous le recommande comme vraiment un pur film fun, débile des années 80, mais qui a pas du tout l'intelligence et la subtilité de Verhoeven dans celui-ci, quoi, qui est quand même vraiment... qui en plus est un tout petit budget, hein, mais ça se voit, mais qui fonctionne bien. Et donc le travail de Phil Tippett dessus est vraiment super sympa. Et dans Robocop 2, il est d'autant plus impressionnant, c'est pour ça aussi que je vous parle de ce film aussi, c'est que dans Robocop 2, en fait, du coup le méchant, qui est Tom Noonan, qui s'appelle K1, qui est en fait vraiment Robocop 2. Donc le monstre, en fait, Robocop 2 est fait en stop motion, et c'est un robot vraiment extrêmement complexe dans la façon dont il est designé, qui a tout plein de bordel sur lui et tout, et c'est vraiment une très jolie création, je trouve, qui est un petit peu gâchée par un délire un peu en mode le cobaye, à base de la porte, le truc s'ouvre, et du coup il y a un écran avec la tête en 3D de Tom Noonan, sauf que t'es en 1990, et que du coup la tête en 3D de Tom Noonan, elle est pas ouf, mais c'est quand même sympa. Voilà, donc c'est à regarder, Robocop 2. Le 3 par contre est une véritable merde. Bah, du coup, vu qu'ils reprennent un petit peu, je crois, des 209 dans Robocop 3, il y a un peu de Phil Tippett dedans, mais on s'en bat les couilles parce que c'est un très mauvais film, je trouve, que je ne recommande pas. Mais par contre, le 2 est sympa. Sinon, dans les autres films qu'il a fait, qui peuvent être sympas quand même, et pareil, pas très très connu, je pense, en France, c'est ce film-ci. Voilà, qui s'appelle, donc du coup en anglais c'est Dragon Slayer, mais en français c'est Le Dragon du Lac de Feu. Je sais pas si vous connaissez... Karim, tu peux expliquer où est la dimension subversive de Robocop 1 par rapport au 2 ? Bah, en fait, le 2, si tu veux, il reprend la forme du 1, mais l'idée, en fait, c'est pas que la dimension christique, l'idée que l'être humain est torturé, en fait, il y a un truc très Kubrick, en fait, dans Robocop 1, qui a quand même un peu moins quand même dans le 2, je trouve. Ou en tout cas, qui apporte rien de nouveau. Voilà, ça reprend les thématiques peut-être du premier, mais ça apporte pas une nouvelle thématique. Ce que ça apporte, c'est juste que K1, en fait, c'est un gros drogué, et que du coup, le fait que c'est un gros drogué, ça fait que son attrait pour la drogue va au-delà de ce pourquoi il est programmé et qui pète un câble, quoi. Mais je trouve ça plus intéressant de mettre en parallèle un robot qui vient d'un être humain et un robot qui est purement synthétique. Et que en fait, les dysfonctionnements du robot purement synthétique, c'est une critique sur la technologie, vraiment, et le recours à la technologie. Après, il y a ça quand même dans le 2. Maintenant, c'est vrai que tu me le dis, parce qu'il y a la grève des keufs, en fait. Parce que c'est ça qui fait que c'est le sbeul au début du film. Après, c'est chelou, parce que du coup, il y a Robocop, lui, il fait pas la grève. Donc, il est là au début du film, et ça ne sert à rien, parce que c'est quand même la merde. C'est-à-dire que les mecs, ils en ont rien à foutre de Robocop, quoi. Bref, mais c'est quand même un film intéressant, hein. Je veux pas du tout enlever du mérite à Robocop 2, qui se fait un peu cracher sur la gueule. Je pense que c'est pas un film qui est très respecté, et que moi qui m'a diverti et que je trouve sympathique. Dragon Slayer, donc Le Dragon du Lac de Feu. Donc c'est un film qui est réalisé par... J'ai oublié son blaze, bougez pas. C'est Matthew... je vais vous le retrouver. Matthew Robbins. Matthew Robbins, qui est connu pour Miracle sur la 34e rue en France, mais que moi je connais aussi pour un film qui, je crois, c'est son premier long métrage, qui s'appelle Cadillac Summer. Je ne sais pas si vous connaissez Cadillac Summer.
Si vous connaissez pas Cadillac Summer, ça peut valoir le coup, c'est un peu marrant, c'est un espèce de délire où le mec il a essayé de faire un truc à la American Graffiti, genre c'est un peu un film de Jones, mais sauf que c'est un des premiers rôles de Mark Hamill. Et donc vous pouvez voir Mark Hamill qui joue non pas c'est à 78 je crois, un truc comme ça, donc c'est en même temps que Star Wars. Et il y a aussi la meuf qui joue Janine dans Ghostbusters, et c'est un truc entre eux, c'est genre Mark Hamill c'est un fan de bagnole, de voiture, et du coup à l'école il a des cours de mécanique, et du coup il retape une Cadillac en fait, sauf que sa Cadillac elle se fait péta. Et lui il le prend vachement personnellement, alors que c'est pas sa Cadillac, hein, c'est juste il l'a retapé pour l'école, mais du coup il le prend extrêmement mal, et il dit j'en ai rien à foutre, je vais récupérer ma Cadillac. Les gens ils lui disent bon laisse tomber, c'est juste une voiture, et lui il fait non, je vais récupérer ma Cadillac. Et en fait, sa Cadillac, elle est à Las Vegas. Et du coup, c'est un road trip où il va jusqu'à Las Vegas pour récupérer sa putain de Cadillac. Et c'est Mark Hamill. Et on voit une très jolie raie du plombier de Mark Hamill dans ce film. Donc, je peux vous le recommander. Il est sympathique. C'est pas une merde. Et du coup, juste après, ça, je crois, c'est son deuxième film à Matthew. Merde, j'ai oublié son nom. Comment s'appelle-t-il? Matthew Robbins. Tim Robbins. Matthew Robbins. Je peux m'en souvenir grâce à ça. C'est son deuxième film, Le Dragon du Lac de Feu. Et c'est vraiment. J'ai dit Vince, tu dis Miracle sur la 8e rue. Ah oui, c'est Batteries Not Included. Bah oui, pas la 34e, j'ai dit la 34e. C'est un lapsus, c'est un autre film. Miracle sur la 8e rue, c'est Batteries Not Included, effectivement. Et c'est le film le plus connu, je pense, qui a été remaké, je crois. Donc tout ça pour dire que, en tout cas, Cadillac Summer, c'est sympathique. Et Le Dragon du Lac de Feu, c'est vraiment chouette aussi.